En 1915, le bruit du canon sera omniprésent et rythmera la vie quotidienne de la population. L'abbé Lemire écrit « Je me lève et je compte les coups, les uns ronflants et roulants, les autres courts et secs, ils s'entremêlent jusqu'à 40 à la minute. J'ouvre ma fenêtre, c'est du côté de la Bassée vers Vieux-Berquin. » Le 4 février, 3 taubes survolent Hazebrouck à grande altitude et larguent quelques bombes qui ne feront aucune victime. Les incursions aériennes dans le ciel d'Hazebrouck sont fréquentes et aux taubes s'ajoutent maintenant les aviatiques. Ce sont des avions biplans. La technologie progresse vite en temps de guerre. En ce mois de février 1915, des dames de la Croix-Rouge installent un poste de secours à la gare d'Hazebrouck et servent des boissons chaudes aux blessés français de passage. Ce même mois, l'abbé Lemire, accompagné de quelques officiers, visite Ypres où l'on se bat sans répit. Ypres avec ses trous d'obus et ses grandes ruines que sont les Halles, l'hôtel de ville et la cathédrale Saint-Martin. Le 9 mars, un grand nombre de soldats anglais traversent Hazebrouck en direction du sud de la ligne Merville-La Bassée-Béthune. L'abbé Lemire est maintenant l'un des seuls à s'occuper du cri des Flandres. Monsieur Bonte, directeur du cri, est depuis 5 mois à son poste de capitaine de territorial. Monsieur Raoul Sockel, notre secrétaire de rédaction, va rejoindre son frère Maurice au front des armées. Monsieur Nathalise Dumay, notre collaborateur des bons et des mauvais jours, se trouve dans les tranchées d'où il nous envoie son salut et ses vœux. Monsieur Albert Kiken, notre imprimeur et gérant, est comme territorial avec son régiment. Ce journal est pourtant indispensable. Outre qu'il informe la population du déroulement de la guerre, il sort régulièrement des éditions spéciales consacrées à des messages personnels des réfugiés. Ces éditions spéciales sont larguées à l'arrière des lignes ennemies par l'aviation française et sont censées informer la population des régions occupées de l'endroit où se trouvent les réfugiés de leurs familles. Augustin Pringuet, réfugié à Hazebrouck, demande des nouvelles de sa famille. Charles Parent, 2 bis rue des Sarrasins à Lille, informe sa femme qu'il est à Hazebrouck, au bureau du Cri des Flandres. Alfred Pruvot prévient sa femme, 7 rue des Arts à Lille, qu'il est à Hazebrouck. Il part pour Paris. Adolphe Peters, fils, 22 rue de Thérouanne à Hazebrouck, demande nouvelles de sa famille, 67 rue des Sarrasins à Lille. Des lettres reçues au journal montrent que le procédé se révèle efficace. Par une personne partie de Lille récemment, j'ai acquis la certitude que votre estimable journal est bien jeté sur l'île. Cette personne disait qu'un exemplaire était tombé à l'os chez Monsieur X, précisément un ami intime de la famille de la personne qui avait fait insérer un article dans ce même numéro. Plusieurs de mes camarades ont eu le bonheur de retrouver des parents et des amis grâce au cri. J'en resterai le lecteur. C'est signé Van der Boren à Limoges. Amaury de Lagrange, fils de la baronne de Lagrange, participera sur son Farman à ses largages dans la région de Lille. En 1915, le premier emprunt pour la défense nationale, qui doit financer désormais une économie de guerre, est lancé. La population est invitée à transformer son or en billets de banque servant à acheter des titres de l'emprunt. Des familles hazebrouckoises ont conservé le certificat de l'époque montrant la participation de leur famille à cet emprunt. Le 21 avril, à Ypres, les Allemands utilisent pour la première fois des gaz asphyxiants. Un combattant raconte dans le Cri des Flandres. Jeudi soir, on vit brusquement un épais nuage de fumée jaune
s'élevaient du sol devant les tranchées allemandes, tandis que l'ennemi semblait se retirer. Poussé par une brise du nord-est, la fumée s'étendit et s'avança vers les tranchées françaises. Les troupes françaises, voyant les Allemands reculer, s'élancèrent hors de leurs abris et chargèrent dans la fumée que le vent entraînait vers elles. C'étaient hélas des gaz asphyxiants. Aveuglés et suffoqués, les soldats qui le purent revinrent en hâte vers leurs tranchées, tandis que les bombes tirées par l'ennemi répandaient en explosant au-dessus d'eux de nouvelles vapeurs empoisonnées. Résister à ce nuage étouffant était impossible. Les soldats ne purent tenir. L'ambulance numéro 5 de Saint-François reçoit le 25 mai 1915 800 soldats intoxiqués par ces gaz qui rendent aveugles et brûlent les poumons. L'année 1915 verra progressivement arriver la nouvelle tenue bleu horizon des soldats français. Entre autres raisons à ce changement, il faut noter que le colorant utilisé pour les pantalons rouges était importé d'Allemagne. À noter aussi l'apparition des bandes moltières pour compenser la pénurie de cuir nécessaire à la confection des guêtres. Sous leur képi, les soldats français portaient parfois une calotte métallique car les blessures à la tête étaient fréquentes. Début 1915, l'intendant Adrian met au point le premier casque français métallique qui équipera progressivement l'armée française. À noter que les Allemands feront la même démarche pour remplacer les casques à pointe en cuir par un casque métallique. Arrivé en mars 1915 à Hasbrook, le maréchal Sir John French, commandant en chef des forces britanniques, est remplacé en novembre de la même année par le général Sir Douglas Haig, futur maréchal. Le reste de l'année 1915 se traîne dans la morosité, avec encore et toujours cette liste des morts et disparus au combat qui ne cesse de s'allonger. On meurt en Artois, en Champagne, dans la Somme, en Flandre et en Belgique. Et c'est un deuxième Noël dans les tranchées.